Du coup, bonjour, on est très heureux d'être ici. Je suis Tiffaine Robé, je suis médecin aux hôpitaux universitaires de Genève, au CAPARD. Et voilà, je suis accompagnée de Juliana Santos-Cruz, je suis infirmière au sein du CAPARD pour le projet CRAC. Et Nicolas Christin qui remplace Carla, donc père aidant en santé mentale, père praticien en santé mentale. Donc on travaille tous les trois au sein du CAPARD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un département d'addictologie ambulatoire psychiatrique qui se trouve aux Acacias. Très brièvement, ça a été dit et redit, mais qu'est-ce que c'est que le crack? C'est de la cocaïne qu'on achète usuellement plutôt en poudre pour être sniffé, généralement dans des milieux plutôt récréatifs. Et comme vous l'avez très bien décrit, qu'on base en fait dans une cuillère. Alors les produits de coupe, ça peut aller de l'ammoniac au lévamisole pour en fait obtenir les petits cailloux que vous voyez juste ici. La grosse particularité à Genève, c'est qu'en fait, on peut acheter directement les petits cailloux comme ça. Et en fait, ça vous évite d'avoir à baser et à tout ce temps en fait, de préparation pour pouvoir consommer. On peut les acheter directement comme ça, à un prix qui est très bas. Et du coup, ça entraîne une consommation intempestive et beaucoup moins chère que quand vous achetez de la cocaïne comme ça. Rapidement également, vous pouvez avoir plusieurs types d'effets. Ça a été aussi très bien décrit. Principalement des conséquences psychologiques avec une tachypsyché, donc ça veut dire on a plein d'idées en même temps, on peut avoir des délires hallucinatoires, des sentiments de persécution, et les conséquences somatiques vont principalement s'axer sur des facteurs de risque cardiovasculaire. En fait, il faut avoir des vasospasmes au niveau de votre cœur qui peut entraîner en fait une mort subite, même si vous n'avez aucun antécédent cardiaque. Et vous avez en fait l'effet flash qui arrive très très rapidement. Ce qui vient en fait alimenter le fait que cette consommation elle soit intempestive, c'est que c'est un produit qui monte très rapidement et puis qui va redescendre très rapidement. Et en fait, en quelques secondes, vous avez déjà des effets. Et comme vous l'avez dit, typiquement, le consommateur de crack qu'on voit dans la rue, c'est quelqu'un qui va consommer pendant 72 heures, qui va pas manger, pas aller aux toilettes, pas dormir, et puis qui au bout de 3 jours va tomber par terre. Donc voilà, nous en fait ce projet il a commencé donc il y a 6 mois maintenant, en novembre, et puis on était une toute petite équipe au sein de l'hôpital et on avait un peu comme politique qui a été également dite, c'est d'aller vers le consommateur, de sortir des murs de ce modèle un peu hospitalo-centré et d'aller dans la rue, voir ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut aller aider les gens. On a aussi un aspect un peu préventif, donc on est bien moins bon que le quai neuf, bien sûr, mais on ramasse aussi quand même les seringues quand on est en maraude, etc. On a rapidement mis en place un recueil de données en fait, pour savoir, ok, ces gens ils dorment dehors, ils sont combien, est-ce que c'est plutôt des hommes, est-ce que c'est plutôt des femmes, qu'est-ce qu'ils consomment comme substance, qu'est-ce qui fait qu'en fait, qu'ils sont à la rue, c'est quoi leur parcours de vie. Donc on a mis en place ces formulaires en fait, et donc notre équipe à chaque fin de maraude, doit en fait remplir un formulaire sur qu'est-ce qui s'est passé dans la rue. On a, dans un premier temps, digitalisé la ville. On a essayé de couvrir un peu toute la superficie du canton. Et puis, on a fait une carte numérique où on a géolocalisé les endroits de consommation de Genève. Et puis, c'est une carte qu'on se passe pour aller dans la rue. Brièvement, on a décomposé notre journée en 3 parties. Le matin, on est dans des lieux d'accueil et de distribution alimentaire, donc Juliana va en parler tout de suite, de 8h à midi. Ensuite, l'après-midi, on est au quai neuf, et on n'est pas dans le quai neuf, on est derrière le quai neuf, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc on est en fait au niveau du parking et on discute avec les consommateurs. On était seuls jusqu'à présent, avec l'arrivée de l'été, c'est plus vraiment possible, il y a une montée de la virulence avec les beaux jours qui arrivent, etc. Donc ça devient plus compliqué pour nous d'être seuls. Et le soir, de 16h à 20h, on a des temps de maraude à proprement parler, où en fait on va dans la rue, donc cette fois-ci en binôme, et on a un agenda commun où on peut voir qui est où en temps réel. Donc si par exemple, je sais que Juliana et Nicolas vont en Pâquis lundi, moi je vais plutôt aller avec Carla mardi vers la gare. Voilà, il nous semblait aussi important de s'ouvrir au réseau et de créer des liens avec les partenaires, surtout ceux qui gravitent autour de cette problématique de la population en précarité. Donc, comme vient de le dire Tiffany, nous avons mis en place des permanences dans des lieux d'accueil
notamment donc, au bateau, au SPAD, au passage et au Kenaf. Donc le mardi matin, moi je vais au bateau et puis je rentre en contact avec les collaborateurs du bateau, on s'échange, on crée un lien. Et puis moi, je vais rencontrer les gens qui viennent pour prendre leur petit déjeuner. Et ben, je vais commencer par une petite rencontre. Je me présente, j'explique ma mission et puis j'essaie d'ouvrir la discussion. Parfois, ces gens sont des consommateurs et parfois, c'est des sans-abri qui viennent juste s'alimenter. Au bateau, on a créé une petite pharmacie où on a du matériel pour faire des soins primaires. À savoir que les gens ils ont souvent des petites plaies au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau de la sphère ORL, et donc du coup on fait des soins. On peut aussi distribuer en fonction du paracétamol ou de l'Irfen. C'est souvent des gens qui ont des douleurs au niveau des pieds et des articulations. On fait aussi des permanences au passage, donc le jeudi matin, on va de 10h à midi. Donc chez nos collègues au passage, et puis il y a 9 lits qui ont été attribués par le PL, et donc du coup on crée des liens avec les consommateurs. Juste aussi dire qu'on fait des présentations au SPAD, donc les curateurs ils ont leurs protégés, certains protégés sont des consommateurs et nous on n'a pas accès à eux. Et grâce à ce lien qu'on a créé avec le SPAD, la curatrice nous appelle et puis on crée un lien, on appelle le protégé, puis on essaye de faire venir chez nous et qu'on puisse le voir en entretien avec le médecin. On a également donc mis en place des maraudes. Donc les maraudes, actuellement on en fait le mardi avec Genève Maraude, c'est 2 travailleurs sociaux qui, grâce à leur distribution alimentaire, ils ont créé un lien avec les sans-abri. Et nous, on s'est greffé à eux le mardi, et ils nous permettent, ils nous permettent de faciliter la rencontre avec les sans-abri consommateurs. Donc ça se passe assez bien, c'est une maraude qu'on a pérennisée. On a également pérennisé une maraude avec Aspasie, à savoir qu'en raison de la fréquence de la prise de cocaïne par les travailleuses de sexe, il était important qu'on aide et les collaboratrices de l'association, et aussi il était important d'ouvrir cette problématique face à ces travailleuses du sexe qui ont beaucoup de peine à divulguer qu'elles consomment. Donc on fait des maraudes dans des salons, on va aussi dans le bus qui est ouvert le mercredi soir. Et voilà, chacun fait son travail. La personne qui est dans l'association, elle donne des préservatifs, elle donne des pailles. Et puis nous, on fait notre prévention en tant qu'infirmier. Et juste peut-être rajouter que pour Aspasie, donc l'accès aux soins est quand même plus que précaire chez ces femmes. Et que on est vraiment en première ligne, on essaie d'amener les premiers soins donc, dans les salons, dans les clubs, dans les appartements. Et puis c'est super compliqué parce que on est sur écoute, elles sont parfois filmées, il y a parfois le gérant qui est à côté, et du coup l'accès au discours pour parler de la consommation est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les problèmes de consommation, il est catastrophique dans ces endroits-là, et que l'accès aux soins de manière générale, il est absolument déplorable. Donc voilà, on est sur un projet pour essayer d'amener un peu plus les soins dans ces endroits qui sont en fait privés par toutes ces barrières structurelles pour rentrer dans les soins. Et pour les projets en cours, c'est que comme on était une petite équipe, on ne pouvait pas tout faire, parce que évidemment avec Aspasie, généralement c'est la nuit, etc. Mais on a rencontré aussi beaucoup de partenaires qui font un boulot génial, notamment l'équipe de Sophia qui fait avec les correspondants de nuit, et l'équipe d'Alexandre avec le PC Richemont qui fait aussi des maraudes véhiculées. Donc en fait, on s'est greffé une fois pendant ces maraudes avec eux, et c'est aussi des partenaires qu'on souhaiterait pérenniser dès qu'on grandit en termes numériques. Voilà, une petite photo du bateau. Donc voilà, cette photo, elle illustre bien la collaboration qu'on est en train de créer avec la police municipale et la police cantonale. En fait, cette alliance, elle nous permet de toucher les usagers qui sont très souvent dans des cages d'escalier,
dans des immeubles où nous, on n'a pas accès au code et donc du coup, on n'a pas accès à ces consommateurs. Et puis à ce moment précis, le policier était en train de nous donner des adresses avec les codes d'accès des appartements. Et puis nous sommes allés plus tard à cette adresse-là, et puis nous sommes arrivés, il n'y avait pas le consommateur qui était présent, il y avait toutes ses affaires. Et nous, par exemple, on a décidé de laisser notre carte de visite, de laisser notre numéro de téléphone respectif. Et puis peut-être qu'un jour, cette personne, elle va nous appeler et qu'on pourra débuter une prise en soin. Et à rajouter peut-être que du coup la police cantonale et la police municipale, c'est deux partenaires différents qu'on voit tous les mois justement pour s'échanger et s'actualiser en fait la liste des immeubles problématiques à Genève. Et on passe avec Juliana, donc idéalement soit très tôt le matin, soit très tard le soir, puisqu'évidemment ils sont chassés le matin et ils arrivent tard. Voilà. Et puis, pour faire un petit lien avec ce que vous avez vécu, en effet, mardi, j'ai fait une maraude avec un policier de la police municipale. Et le but était vraiment de sensibiliser aussi le policier par rapport à la problématique du crack, par rapport aux consommateurs. Et puis ça s'est très bien passé. Nous avons fait les grottes, nous avons été derrière le Quai Neuf. J'avais un petit peu d'appréhension par rapport à l'alliance que j'ai déjà créée avec certains usagers de drogue derrière le Quai Neuf. Mais au final, ça s'est très bien passé parce qu'on a pu discuter et j'ai aussi pu expliquer à cette personne-là qui m'a questionné « mais pourquoi tu viens avec un Securitas ?» Et je lui ai expliqué que c'était important qu'il y ait une collaboration entre les soignants, la police et les consommateurs. Et à rajouter aussi peut-être que cette alliance, elle est vraiment bidirectionnelle dans le sens où parfois les policiers ils vont nous appeler, ils me disent ben voilà, je suis avec un consommateur, est-ce que tu peux lui parler? Donc je parle au consommateur sur le haut-parleur du téléphone du policier et en fait ça a l'air de rien mais c'est super bénéfique pour tout le monde, surtout pour le consommateur en fait en premier lieu. Alors, nous offrons aussi pas mal de prestations. Donc, actuellement, on sort avec un sac avec le logo des Hugues. Et puis, on est toujours avec notre carte notre badge, en fait. C'est très important d'être identifié, surtout en rue. Donc, au sein de ce sac, nous avons du matériel de soins primaires. Donc, comme je vous ai dit avant, les usagers, ils ont très souvent des plaies. Donc, nous, on va faire des petits soins au niveau de ces plaies, que ce soit au niveau des mains, des jambes. Et puis nous faisons aussi de la prévention et de la réduction des risques. On distribue du matériel comme les pipes à crack, boîtes flash, préservatifs. Cet hiver, nous sommes allés dans des endroits très sombres, donc on a aussi une lampe torche pour pouvoir aller dans ces endroits et ramasser les aiguilles, les compresses qui sont imbibées de sang qu'on peut mettre dans notre Sherpack. Puis voilà, on a des cartes de visite et puis Voilà, à savoir, comme l'a dit Juliana, que le premier contact, il est très souvent somatique. Donc, par exemple, dans la rue, la personne, elle n'a pas nécessairement envie d'entrer en lien tout de suite, mais vous sentez quand même qu'il y a une petite porte. Si vous lui dites « Ah, mais regardez, vous avez une petite plaie là, vous voulez pas qu'on désinfecte, j'ai ça dans mon sac, etc. » Puis la personne, elle finit par dire oui. Et en fait, c'est comme ça, c'est généralement comme ça qu'on rentre en contact avec les gens, en fait. Alors cette photo, elle illustre un moment de maraude avec Tiffen et on est dans une laverie au niveau des grottes. Les laveries, c'est un endroit qui est chaud, donc les consommateurs ils vont en hiver aller dans les endroits où ils peuvent se réchauffer. Et là, on était en face d'un jeune homme qui était en pleine consommation de crack, mais qui a quand même pu nous expliquer un petit peu sa situation et on a créé un lien avec lui à ce moment-là. Alors, en gros, nos permanences et nos maraudes, elles ont vraiment un but. Et le but principal, c'est de conduire les consommateurs au sein de notre service. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment faire la rencontre, créer un lien. Ensuite, on avorte notre maraude ou notre permanence si la personne, elle a envie de venir au Caparbre. Quand elle arrive au Caparbre, on a une ouverture d'un dossier. Et puis très vite, elle va voir un médecin et un infirmier. Voilà, ils vont faire un entretien médico-soignant. Le but, ça va être de comprendre quelle consommation, l'objectif de la personne. On va aussi prendre en compte tous les antécédents que la personne a. Et puis, on va faire un test d'urine
et un électrocardiogramme également. Le test d'urine, il va nous permettre de vérifier que la personne elle consomme tel type de produit, que ce soit des opiacés, cocaïne, il y a du cannabis et j'en passe. Et à la fin de ce résultat, le médecin il pourra mettre en place, oui ou non, un traitement de substitution, puisque les consommateurs sont très souvent des polyconsommateurs. Et puis par la suite, il y a le suivi qui se fait au sein du CAPARD avec un référent médecin et un référent infirmier. Quand on parle de traitement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'existe pas pour le moment de traitement de substitution au crack, sauf Nicolas, mais il vous en parlera plus tard. Bonne nouvelle. C'est du boulot. Quand on parle de traitement, ici on parle de traitement, en fait c'est des agonistes aux opiacés. Donc Thomas l'a dit tout à l'heure, la plupart des consommateurs ils sont polyconsommateurs. Donc généralement en fait ils prennent du crack et du Sévrolon et de la méthadone et ou de l'héroïne. Et nous en fait, ça, on peut le substituer. Donc ça ne répond pas nécessairement à la question du crack à proprement parler, mais quand vous avez quelqu'un qui se prostitue pour 20 francs pour aller acheter du Sévrolon à la gare, en fait le fait qu'il vienne au CAPARD tous les jours récupérer son traitement, lui ça lui change la vie. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas consommer de crack, mais en fait déjà vous voyez une stabilité des gens que vous avez vus dans la rue puis qui viennent tous les jours. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est avec Genève Marot, donc qui s'occupe quand même beaucoup des sans-abri, on a ramené quand même quelques patients qui sont des patients vraiment seuil adaptés, mais avec, vous savez, plein de sacs, 3 chiens, ils sont dans la rue, ils veulent rien, ils ont besoin de rien. Et en fait, on a réussi à ramener ces gens dans les soins, au CAPARD, et donc tous les matins, à 7h, ils viennent récupérer leur traitement. Et donc concrètement, ça veut dire que ça fait un regard médical chaque jour sur des gens qui étaient complètement hors système. Et la grande bonne nouvelle, je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment pouvoir donner un regard sur quelqu'un qui avait aucune chance de pouvoir rentrer là-dedans. Voilà. Et ceux qu'on n'arrive pas à ramener, on a une corde de rue et on les suit dans la rue. Donc concrètement, le patient, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc il arrive avec Juliana et moi, et où en fait ça arrive de plus en plus souvent qu'il arrive à l'improviste. En fait, il arrive au CAPARD et il dit, ben voilà, j'ai rencontré Nicolas, j'ai rencontré Juliana il y a 2 semaines, la nuit en maraude, et puis je me présente aussi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc le patient, le truc principal, le premier truc qu'il faut faire, c'est bien l'accueillir. C'est-à-dire proposer un café, est-ce que vous voulez vous asseoir, est-ce que vous voulez un jus, est-ce que vous voulez une barre de céréales? Et ensuite, vous faites votre entretien médico-infirmier. Je comprends tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne les freins structurels des institutions de santé. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Mais on ne peut pas se permettre de prendre en charge des patients seuils adaptés comme n'importe quel autre patient. Il faut avoir plus de tolérance et puis il faut pouvoir leur donner une couverture de survie, il faut pouvoir leur donner une barre de chocolat. Pour vous, c'est rien, pour lui, ça change sa vie. Vraiment. Et ça, à l'hôpital, c'est assez dur à amener. Pas facile. Ensuite, on fait donc cette bandelette qui, si vous voulez, la bandelette urinaire, c'est pas pour vérifier que le patient il prenne bien du crack, c'est pas du tout ça. C'est juste pour, en fait, c'est une preuve médico-légale qui permet au médecin de prescrire un opiacé. C'est pour ça qu'on fait la PI. Si la personne elle nous dit qu'elle prend que du crack, on va pas faire de PI, ça sert à rien. Après, il y a une prise en charge des comorbidités psychiatriques avec un suivi médico-infirmier. Ça aussi, on a eu du mal parce qu'on a de plus en plus de patients, mais on a une nouvelle infirmière qui est rentrée dans l'équipe récemment, qui va s'occuper en fait du suivi des patients crack. On peut proposer un suivi somatique. On a la chance d'avoir 2 chefs de clinique du service de médecine de premier recours de l'UDMPR qui sont au CAPARD 2 fois par semaine. Donc ça veut dire qu'en fait, le patient, vous pouvez lui dire « Ah, mais vous avez une hépatite chronique, vous avez mal, vous vous êtes cassé quelque chose, puis vous n'êtes jamais allé faire de radio, ben, vous pouvez aller voir le médecin interniste, mardi, je vous prends rendez-vous, etc. » En fait, c'est une porte d'entrée dans les soins. Après, on peut l'orienter donc, vers des lieux d'accueil. On a aussi travaillé avec Argos, qui maintenant vient faire des permanences chez nous tous les lundis, avec Pascal. Et voilà, la réinsertion socioculturelle, on va en parler. Thomas l'a très bien dit, il n'existe pour l'instant qu'un traitement, à part Nicolas, c'est les activités socioculturelles. Donc brièvement aussi, nous aussi on a pris 2-3 petits graphiques. Donc la plupart du temps, évidemment, on est au quai neuf, quotidiennement, tous les jours. Voilà.
Ça, c'est le nombre de contacts moyens par maraude. Donc, vous voyez, il est à peu près à 12-13. C'est environ le nombre de consommateurs qu'on rencontre. Et puis, ben voilà, je pense que tous les petits points qui sont au-dessus de 30, c'est les fois où on est au quai neuf et où il y a beaucoup de monde. Et en fait, on est derrière le quai neuf et on est alpagué partout. Parfois, ça va même jusqu'à presque 60 contacts. Vous distribuez 30 cartes de visite. Voilà. Et tous les points qui se rapprochent du lac du zéro, c'est les fois où, avec Juliana ou avec Nicolas, on pose notre vélo, on arrive par exemple à Bel Air, on attache notre vélo, on fait 2 pas et il y a quelqu'un qui arrive vers nous qui me dit « je vous attendais ». Et ça, c'est quand même arrivé pas mal de fois. Les gens, ils vont pas... Enfin, je pense qu'il faut repenser les soins dans le sens où la personne qui vient vous voir dans votre cabinet de médecin généraliste ou d'interniste ou psychiatre, elle est suffisamment bien pour pouvoir venir vous voir. Il y a un monde de gens complètement invisibles qui n'ont pas cette force de pouvoir venir vous voir pour plein de raisons différentes. Et je crois que vraiment, tous les points qui se rapprochent du zéro, ils sont très représentatifs de cette patientèle-là. Voilà, ça c'est le nombre de patients pris en charge. Donc, comme Juliana l'a dit, on a aussi une cohorte de rue pour des gens qui vous disent non, mais en fait, je ne me sens pas de vous suivre aujourd'hui, puis je ne me sens pas de vous suivre demain. Et puis en fait, du coup, on leur donne rendez-vous, on leur dit on te refait ton pansement dans 1 semaine sous tel pont, si tu veux, on lui donne rendez-vous, etc. Voilà. Donc concrètement, depuis le 1er novembre 2023, il y a 86 patients de la rue qui ont entamé un parcours de soins aux HUG. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas d'assurance maladie, qu'on prend quand même en charge, beaucoup de patients sans abri, et beaucoup de patients aussi qui quittent les soins. Parce que comme on n'est pas capable pour l'instant de leur offrir un suivi vraiment très régulier intraneuraux, c'est des gens souvent qui filent entre les mains. Voilà. La demande des consommateurs, concrètement, c'est un hébergement. Il y a 176 places aujourd'hui à Genève d'hébergement d'urgence avec mise à l'abri immédiate. Et la dernière étude qui recense ces sans-abri à Genève, elle date de 2021 et elle est estimée à plus de 500. Voilà. Et sur ces 176 places, on a 25 pour les femmes. L'alimentation, il n'y a pas assez de distribution alimentaire le soir, les gens ont faim. Moi, j'avais fait une maraude de nuit avec le PC Richemont, qui a littéralement des plateaux de distribution, enfin vraiment des plateaux repas. Ils terminent toujours par le quai neuf, parce qu'ils savent que quand ils arrivent au quai neuf, ils vont ouvrir la Kangoo, et puis les gens vont se ruer sur la nourriture, quoi. Et il est 2h du matin. Une stabilisation de la consommation, donc ça, nous, on peut faire quelque chose, et des activités culturelles et sportives. Donc nous, on a créé un partenariat avec le MAMCO, qui est le musée d'art contemporain de Genève. On amène tous les 3 mois les patients de la rue au musée, qu'on a privatisé pour eux. Et on a fait aussi un workshop d'écriture avec les patients. Et on a un partenariat avec la salle d'escalade de la Queue d'Arbre. Et Nicolas, peut-être tu veux rajouter. Ouais, non, je vais peut-être toucher un peu l'enthousiasme sur le fait que je substitue le pack. En fait, l'idée, c'est l'idée d'occupationnelle, quoi. L'occupation, essayer de retrouver. C'est vrai qu'il n'y a pas de substitut et qu'on n'a pas forcément de choses particulièrement à leur proposer. C'est vrai que l'idée du père aidant, au départ, c'était plutôt pour voir le rôle du père aidant. C'est plutôt de stimuler et de soutenir le rétablissement. Mais c'est clair que dans le cadre du CRAC, nous déjà, quand j'étais engagé, c'était pour essayer de faciliter le lien dans la rue entre les soignants et les usagers. Et puis, petit à petit, mon activité, elle s'est un petit peu développée. Et c'est vrai que je me suis un petit peu attelé à essayer de trouver des occupations parce que pour les usagers. Et puis, dans ce cadre-là, en fait, on va créer dans le sens de aller vers. Alors, c'est pas de dire qu'il faut aller faire de la boxe 1 fois par mois et ça nous fera du bien, mais c'est d'aller vers. Et en fait, on est en train de mettre sur pied un petit atelier, des ateliers de boxe, de shadow boxing et qu'on va essayer de proposer en fait dans la rue. En allant vers les usagers. Alors ça va être des choses assez light, assez douces, mais l'idée c'est de trouver justement des occupations et des choses à leur faire.
Ensuite, j'enchaîne. Si tu peux juste raconter. Oui, alors oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est un usager qui a fait un jeunesse et sport en box light que j'ai suivi depuis 2 ans, en fait, que je suis depuis 2 ans. Et c'est cette personne-là qui va animer avec nous les ateliers box. Donc voilà, c'est aussi intéressant la manière dont on peut voir qu'il y a certaines personnes qui arrivent à accrocher un wagon. Et c'est d'ailleurs mon cas un petit peu, en tant que père aidant. C'est clair que moi j'ai réussi à attraper une main qui m'était tendue. Et ça m'a permis en fait de passer d'une consommation qui n'était peut-être pas tout à fait une consommation de rue comme on trouve dans le crack, mais qui était quand même assez problématique, parce que bon, là, bien sûr, le problème de la dépendance et le mécanisme est le même à tous les niveaux d'addiction. Et en fait, moi, ça m'a permis de faire un DU en pérédance en santé mentale à Lyon, et puis maintenant d'être en soutien du réseau. En fait, parce que moi plus que je me situe, hein, c'est plutôt être justement en soutien du réseau de soins, du réseau social, d'essayer de trouver des solutions. Des fois, je me démène pour essayer de trouver. Et puis, aussi, dans l'idée du suivi avec les proches, par exemple, moi, je fais souvent le lien quand même avec les usagers et leurs proches. Par exemple, si les personnes qui sont... Moi, je vais visiter des usagers qui sont en prison. Et c'est vrai que c'est moi qui fais le lien. Souvent, ils me demandent de faire le lien avec les proches, avec la famille qui est restée au pays. Enfin, il y a plusieurs comment dire, Cas de figure. Cas de figure, merci. Donc voilà, ensuite, on a un diapo, non, pour Ah oui, tu voulais me prendre des choses Peut-être juste dire qu'il y a un journaliste qui nous a suivis en maraude et qui a fait un podcast de 4 minutes 50 et qui est assez représentatif de ce qu'on a fait. Donc voilà, bon, là, ça revient, facilitateur dans le processus de rétablissement, création et maintien du lien avec les usagers. Alors ça, c'est vraiment mon travail quotidien. C'est par exemple de pouvoir suivre les personnes qui sont hospitalisées, de préparer leur sortie du mieux possible pour essayer de trouver des solutions avec eux et avec les usagers et avec les familles aussi. Et l'idée de suivi des patients à moyen et long terme, c'est de l'occupationnel, c'est de pouvoir essayer de parler de consommation sans être forcément dans le soin, mais essayer, et puis petit à petit, peut-être justement les amener dans un traitement avec au HUG. Et c'est vrai que nous, le premier rapport qu'on a, enfin, le but de l'engagement de père aidant dans le projet, c'était vraiment de pouvoir faciliter le contact dans la rue, ça je l'ai déjà dit, et le soutien du réseau social. Je ne vais pas faire plus long, parce que comme ça on respecte un petit peu le timing. Vous voulez rajouter Juste quelque à savoir qu'on n'a que 2 pères aidants actuellement dans notre projet et que voilà, on conduit les consommateurs chez nous, on en a vraiment besoin de plus, c'est vraiment une plus-value vu qu'on n'a pas de traitement substitution pour le crack. Donc c'est vraiment un outil très important. Merci beaucoup. Merci. Merci.